qui se passe différemment? Oui, mais malheureusement, même si par cas il y a eu en plus des émeutes, habituellement le 14 juillet, comme le 25 décembre, comme le 1er janvier, vous avez toujours des problèmes. C'est pour ça que les forces de l'ordre et les préfectures interdisent les ventes, notamment de carburant dans des bidons, etc. Il y a des réglementations spécifiques. Parce qu'à chaque fois, vous avez des personnes qui profitent de ces fêtes nationales pour manifester leur haine de la France, en brûlant des voitures, en s'attaquant à des préfectures, en s'attaquant aux forces de l'ordre et en s'attaquant aux représentants de l'État. C'est le cas tout le temps comme ça. Moi, j'ai travaillé dans une station-service. Je peux vous dire que le 14 juillet, le 25 décembre et le 31 décembre, vous n'avez pas le droit de vendre de l'essence dans des bidons parce que vous savez que des gens vont l'utiliser pour brûler des voitures. Voilà, c'est comme ça, malheureusement. C'est malheureusement comme ça. Ensuite, après le point... Donc c'est une tradition, alors vous êtes d'accord avec Laurent Nunez? Il a formulé maladroitement, mais maintenant c'est devenu une tradition parce que l'État a reculé, parce que l'État a renoncé à faire appliquer partout la loi de la France. Maintenant, c'est la loi des émeutiers qui s'applique. À partir du moment où on renonce à célébrer notre fête nationale, à partir du moment où on décide qu'on doit adopter des dispositifs, que les Français doivent s'adapter aux émeutiers, décider d'avoir peur de sortir le soir, décider de refuser de célébrer notre fête nationale parce qu'on a peur des émeutiers, c'est-à-dire que c'est la loi des émeutiers qui s'applique en France et pas la loi de la France. Moi, c'est comme ça que je le vois. Or, notre point essentiel, c'est comment restaurer la sécurité et l'ordre en France pour faire en sorte que chacun puisse profiter de l'art de vie à la française. C'est l'ensemble de ces sujets et grâce aux forces de l'ordre, grâce à la présence policière, on est en capacité de le faire dans des conditions spécifiques, mais au moins on est en sécurité pour sortir le soir. Et c'est ce dispositif qui a permis de calmer les émeutes avec le temps. C'est pas les excuses, c'est pas le fait de calmer la population, les appels au calme qui ont réussi. C'est la présence policière et le fait que les policiers ont interpellé les émeutiers. C'est la présence policière selon vous ou c'est plutôt les dealers qui ont rappelé leur... Dans un premier temps, je pense que c'est les forces de l'ordre parce que ça conduit notamment aux émeutiers, de se dire si par cas on veut venir, eh ben, il y aura une présence policière pour pouvoir répondre. Or, moi je pense que c'est ça le point essentiel, c'est quand vous êtes fort, eh ben, c'est la loi du plus fort qui s'applique dans ces quartiers. Or, c'est les plus forts, normalement ça doit être les représentants de l'État, les forces de l'ordre, le GIGN, le RAID et tout dispositif assimilé. Moi je pense qu'il y a deux sujets principaux. Pourquoi est-ce qu'on doit armer la police ? La question de l'armement de la police est désormais un objet idéologique. Quand on regarde la couleur des étiquettes politiques, vous avez un doute sur est-ce que la police est armée ou pas. À Vénissieux, c'est une maire qui est PCF. Comme à Rennes, comme à Lille et comme dans d'autres villes. Et malheureusement, ce sont les villes où vous avez le plus de criminalité et le plus de délinquance et d'attaques aux biens et aux personnes. Et c'est ça qui est dommageable. C'est-à-dire qu'en raison de raisons idéologiques, en raison d'achats de votes électoraux, parce que des maires pensent plaire à une certaine catégorie de la population en refusant d'armer la police, et ben des maires livrent leur population aux exactions et ne laissent prospérer de l'insécurité dans ces villes-là. Et c'est ça qui est dommageable. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on doit armer la police ? C'est parce pour protéger la population. C'est-à-dire que la police nationale n'a plus la capacité de protéger toutes les villes de chacun des territoires parce que la criminalité s'est étendue dans tous les territoires de France. Le deuxième point, c'est que la police est désormais une cible. Lorsque vous portez un uniforme, vous devez être en capacité de faire respecter l'ordre et de pouvoir vous défendre. Or, ce qu'on a vu lors des émeutes, c'est que lorsque vous portez un uniforme, vous êtes attaqué par des personnes en raison du fait que vous représentez l'État, donc vous êtes une cible, donc il faut les aider en les protégeant, en les armant. Ça servirait clairement à quelque chose, selon vous? Moi, je pense que l'objectif, ça doit être quelle vision vous avez de l'éducation. L'éducation appartient aux parents, l'instruction appartient à l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les deux rôles. Et à partir du moment où on a voulu donner trop de missions à l'éducation nationale, on s'est perdu. On a voulu les éduquer aux questions sexuelles, on a voulu les éduquer comme citoyens, on a voulu les éduquer à la vie professionnelle, on a voulu donner trop de missions à l'école. Et il faut redistinguer les missions. L'éducation qui appartient aux parents et l'instruction qui appartient à l'éducation nationale. Une fois que vous posez ce constat, vous vous dites les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants, que ce soit civilement ou que ce soit pénalement. Si par cas vous dites la défaillance parentale, la défaillance que vous avez en termes d'éducation de vos enfants vous sera imputable, ça obligera les parents à s'occuper davantage de leurs enfants. Et on inverse la donne, c'est-à-dire que les parents seront obligés de pouvoir s'occuper de leurs enfants et ça donnera beaucoup d'avantages. Le premier, c'est-à-dire que les enfants respectent qui ? Uniquement leurs parents, si par cas ils les respectent. Et les parents ont beaucoup plus d'autorité sur leurs enfants, notamment dans le cas des émeutiers, que l'État, les forces de l'ordre ou tout agent municipal ou tout agent national. Le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, après, ça permet d'inverser et de poser un principe. C'est celui que si vous cassez, eh ben vous payez, vous êtes responsable de vos dégâts. Ce n'est pas la collectivité qui est en charge de vos dégâts, c'est les parents et les familles des émeutiers. Et ça permet ensuite, après, de ne pas pouvoir transférer. Parce que dans le sujet que vous avez diffusé précédemment, ceux qui vont payer les dégâts, ça va être les classes moyennes, les commerçants qui ont été victimes des émeutes, et ensuite, après, les autres personnes qui vont bénéficier soit d'une hausse d'impôts, soit d'une baisse de prestations de services publics en raison de l'annulation de la part de mairie ou de la part de l'État pour pouvoir rembourser et pour pouvoir reconstruire.
Or là, c'est pas aux familles, c'est pas aux classes moyennes, c'est pas aux commerçants de payer les dégâts des émeutiers, c'est aux personnes qui ont cassé. Et le troisième point que je vois, c'est que ça permet ensuite après d'inscrire un principe qui est clair. Ça permet de donner aux personnes, aux émeutiers, de les responsabiliser dans les termes à venir et de les remettre dans le droit chemin. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Actuellement, lorsque vous cassez quelque chose, lorsque vous lancez des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, lorsque vous attaquez au service de l'État, est-ce que ces personnes-là ont la même conception du bien et du mal que nous? Je ne pense pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éduqués de la bonne manière. Et ça permet de poser l'éducation, la responsabilité au cœur de la reconstruction et de la reconquête républicaine. Un mot sur ce sujet avant la pub. Je pense qu'Emmanuel Macron doit transcrire les paroles en actes. Il a dit que ce n'est pas les plans banlieues qui permettraient de répondre à la situation, c'est la demande de fermeté et d'ordre. C'est de pouvoir restaurer partout la loi de la République française. Absolument. Et si par cas, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, les seuls alliés probables sont les Républicains. Et Wauquiez, comme un homme qui essaie d'être constructif, lui propose des solutions, comme Ciotti l'a fait sur l'immigration, sur l'autre sujet. Emmanuel Macron doit respecter et prendre la main qui est tendue par les Républicains pour prendre des mesures qui sont fortes. Et là, il ne pourra pas dire que c'est les Républicains qui ont refusé des mesures, mais que c'est lui-même et son camp qui ont refusé des mesures qui allaient plutôt d'un bon sens si elles sont partagées par 73% des Français. Mais est-elle clairement réalisable? Ah oui, très clairement, parce que de toute façon, la composition de l'Assemblée nationale fait que la République en marche et ses alliés, avec les voix des Républicains, ont assez de voix pour faire la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les Républicains tiennent le Sénat. Donc si par cas, Macron reprend les mesures de Wauquiez, les mesures peuvent être adoptées immédiatement. La difficulté, c'est que Macron ne tient pas son camp. Son camp fait sécession. Moi, c'est ce que je sais, c'est qu'il y a 50 députés qui ne veulent pas des mesures migratoires de Darmanin, qui ne veulent pas des mesures fortes en matière de sécurité, en matière d'immigration. C'est l'aile gauche de la majorité qui ne veut pas suivre ces mesures-là et qui empêche toute coalition avec la droite sur quelques mesures. Je ne parle même pas d'une coalition gouvernementale, je parle juste d'une coalition sur des mesures, sur beaucoup de mesures, sur l'économie, sur les retraites, ça a capoté, sur la loi immigration, ça a capoté. Comment est-ce que vous voulez qu'une union soit possible? L'union doit être possible si par cas le chef impose la ligne. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis sa réélection et depuis l'élection législative, n'est plus le maître à bord. Il ne dicte pas de ligne. C'est parce qu'il est flou, c'est parce qu'il ne dicte pas de cap. Il ne dit pas à ses députés ce qu'ils souhaitent. Quelle est la ligne du macronisme? Quelle est la ligne de son mandat? Qu'on est dans cette situation. Si par cas il dit, moi ma ligne est celle-ci, je veux que sur l'immigration, on stoppe les flux migratoires, on régule les flux migratoires, on reprenne le contrôle de nos frontières et des flux migratoires. Je veux qu'on restaure la sécurité et l'ordre. Je veux qu'on réimpose le mérite. Et je pense que ces députés suivront parce qu'ils ont été élus, non pas grâce à leur nom, mais grâce au nom de Macron. Mais c'est à Macron d'imposer sa ligne auprès de son camp. Jean, prochain jour, voire dans les prochaines semaines, William T. Il y a deux sujets. Un, Éric Dupond-Moretti n'était pas en ligne avec la grande majorité des Français. Or, avec les émeutes, l'électorat du président de la République, qui était plutôt modéré sur ces questions, comme le disait Jean Messia, est passé du camp de la droite. C'est-à-dire qu'ils sont complètement alignés sur le camp de LR, voire même sur le camp du Rassemblement national, sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité et sur les questions de maintien de l'ordre. Or, ce que fait Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il se droitise au moment où son électorat se droitise. Et il est vraisemblable que Macron soit obligé de s'aligner sur ces questions-là s'il ne veut pas être complètement décalé vis-à-vis de son électorat, qui pourrait lui reprocher son manque de fermeté en vue des prochaines élections, comme il lui a reproché au moment des élections législatives. C'est-à-dire que Macron, Dupond-Moretti et tous les autres ministres qui étaient un peu mous et soft sur ces questions-là doivent durcir le ton parce que les Français veulent durcir le ton. Je rappelle quand même qu'au plus fort des émeutes, une grande partie des habitants des quartiers, une grande partie de l'électorat de la majorité voulait qu'on envoie l'armée dans ces quartiers-là. Or, si vous envoyez l'armée dans ces quartiers, c'est pas pour faire du maintien de l'ordre, c'est pour tirer. C'est-à-dire que les Français, même dans le camp présidentiel, voulaient des réponses fortes contre les émeutiers, que ce soit en termes de sanctions ou en termes de maintien de l'ordre. Et c'est pourquoi il faut complètement changer de dispositif et dans le cadre du remaniement, changer de politique.